Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 11 février, le Tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno, une lecture par votre serviteur. Et le 11 février, eh bien, c'est le jour des Notre-Dame de Lourdes. Un long chapitre aujourd'hui, le chapitre 104, 109. Les hommes célèbres de la Champagne, Colbert et la France sous Louis XIV, Niepce et la photographie, Philippe le Bon et le gaz d'éclairage, le fabuliste La Fontaine. Nous jouissons tous les jours, et souvent sans le savoir, de l'œuvre de grands hommes. C'est un bienfait perpétuel qu'ils laissent après eux. Simple lumière. Le plus grand des ministres de Louis XIV et l'un des plus grands hommes qui ait gouverné la France, ce fut Colbert, le fils d'un simple marchand de laine de Reims qui avait pour enseigne un homme vêtu d'un long manteau de drap avec ces mots « au long vêtu ». Colbert avait pris dans le commerce des habitudes d'ordre et d'intègre probité qu'il apporta plus tard dans les affaires publiques. Le cardinal Mazarin, à son lit de mort, dit à Louis XIV « Sire, je vous dois beaucoup, mais je crois que m'acquitter en quelque sorte avec votre majesté en vous donnant Colbert. » Les prévisions de Mazarin ne furent pas trompées, et c'est à Colbert qu'est due, pour la plus grande partie, la gloire du siècle de Louis XIV. À cette époque, une foule de gens prenaient dans le trésor public et gaspillaient l'argent de la France. Colbert, par sa fermeté et sa sévérité, réprima tous ces abus. On l'appelait l'homme de marbre, parce qu'il n'accordait à chacun que ce qui lui était dû, sans se laisser fléchir par les menaces ou les promesses. Sire, écrivait-il au roi, un repas inutile de 1000 écus me fait une peine incroyable. Et lorsqu'au contraire il est question de millions d'or pour la Pologne, je vendrai tout mon bien. Et j'irai à pied pour y fournir si cela était nécessaire. Car cela était nécessaire. Car c'était alors l'époque où les nations qui entouraient la Pologne commençaient à s'en disputer les provinces. Colbert fit plus que de donner tout son bien pour la France. Il lui donna tout son temps, toutes ses forces, toute sa vie. Il travaillait 16 heures par jour, soutenu par l'idée qu'il travaillait au bonheur du peuple et à la gloire de la France. Malheureusement, ce labeur perpétuel ruina sa santé. Et, en outre, les courtisans le haïssaient, car il n'aimait moins à leur accorder des faveurs injustes. Le roi Louis XIV finit par méconnaître ses services et par le disgracier. Au moment où il allait mourir, épuisé par ses travaux. Mais Colbert laissait en mourant de grandes œuvres, et le bien qu'il avait fait à la France ne fut point perdu. Maintenant encore, dans l'état florissant où nous sommes, on pourrait retrouver la trace des efforts de Colbert. On comprend à peine comment ce grand ministre put suffire à accomplir tant de travaux et de réformes nécessaires. Oh mon Dieu, voilà un homme qui a été bien utile à la France.
Pourtant, c'était le fils d'un simple marchand de draps, ce Colbert. Mais ce n'était pas un paresseux. 16 heures de travail par jour. Comment il prenait de la peine. Alors, je vois que pour arriver à faire bien des choses et à bien les faire, il faut travailler sans cesse. Pour faire bien des choses et bien les faire, il faut travailler sans cesse. 2. À Chalon-sur-Marne, ville connue pour son commerce de vin et pour son école d'art et métiers, naquit en 1765 Joseph Niepce. Il fit d'abord comme lieutenant une partie de la campagne d'Italie. Plus tard, retiré dans sa ville natale, il s'occupa de sciences, d'art et d'industrie. Il y avait un problème qui le tourmentait et dont il ne cessait de chercher la solution. En étudiant la physique, il avait appris que si dans une boîte obscure fermée de toutes parts, on pratique un petit trou par lequel on passe un rayon de soleil, on voit se peindre renversés sur le fond de la boîte les objets qui sont en face. C'est ce qu'on appelle la chambre obscure. Si je pouvais, sur du métal ou sur du papier, fixer cette image qui viendrait se peindre dans le fond de la boîte, j'aurais un dessin fait par le soleil et d'une merveilleuse fidélité. Mais comment faire ? Il faudrait pour cela frotter le métal ou le papier avec une chose qui aurait la propriété de noircir sous les rayons du soleil. Alors quand les rayons entreraient dans la boîte, ils noirciraient le métal ou le papier et reproduiraient les objets, les personnes ou le paysage. Mais Niepce cherchait, sans pouvoir trouver rien qui le satisfît entièrement. Or, il y avait à pareille époque un autre homme, Daguerre, qui cherchait le même problème. C'était un peintre fort habile, qui se disait lui aussi « Le soleil pourrait deviner les objets en un clin d'œil si on réussissait à fixer l'image de la chambre obscure. » Pourquoi parlait-il comme cela? Il apprit qu'un inventeur habile à Chalon-sur-Saône avait trouvé quelque chose de ce genre. Il vint à Chalon. Pourquoi il y a marqué sur Marne? Je suis étonné. Il vint à Chalon le voir et lui dit: Voulez-vous que nous partagions nos idées, que nous nous mettions à travailler tous les deux? Niepce accepta. 10 ans après, en 1830, on annonçait à l'Académie des sciences une découverte qui devait faire honneur à la France et se répandre dans le monde entier. Les principes de la photographie avaient été inventés par Niepce et Daguerre. Ainsi, ce qu'un seul de ces deux hommes n'aurait sans doute pu découvrir, tous deux l'avaient trouvé en s'associant. C'est un exemple nouveau des bienfaits de l'association pour l'intelligence comme pour tout le reste. L'union fait la force. Niepce était mort en 1833. La Chambre des députés accorda une pension de 6 000 francs comme récompense nationale à Daguerre et au fils de Niepce. Alors là, je voudrais quand même faire une petite parenthèse parce que la photographie a été inventée par Niepce à Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône. Et plus précisément à Varennes-le-Grand, qui est adjacent.
Une coquille là-dedans, à mon avis. Bien. Philippe le Bon. Philippe le Bon naquit dans un village de Haute-Marne. Devenu ingénieur des ponts et chaussées, il était à la campagne chez son père lorsqu'il fit une des plus importantes découvertes de notre siècle. Il était occupé à des expériences de physique et de chimie, lui aussi, et il chauffait sur le feu une fiole remplie de sciure de bois. Le feu s'étant communiqué à la fumée et au gaz qui s'échappait de la fiole, ce gaz se mit à brûler d'un éclat vif. Philippe le Bon conçut la pensée d'éclairer les maisons et les villes au moyen du gaz qui sort du bois ou du charbon de terre, quand on les chauffe fortement. Il était, mais alors, tellement enthousiasmé de sa découverte qu'il disait aux gens de son village, je retourne à Paris. Je retourne à Paris. Et de là, je puis, si vous voulez, vous chauffer et vous éclairer avec du gaz et je vous enverrai tout cela par les tuyaux. On le traita de fou. Mais son invention, loin d'être une folie, est une des plus grandes applications de la science. Une des plus utiles à la science. Philippe le Bon eut bien de la peine pour faire accepter en France son idée, et même qu'il n'y put réussir. C'est en Angleterre qu'on adapta d'abord sa découverte. Au milieu de ses efforts et de ce courageux essai, Philippe le Bon rencontra une mort tragique. Il fut assassiné en 1804 à Paris, dans les Champs-Élysées, sans qu'on n'eût jamais pu découvrir ni son meurtrier, ni le motif de son assassinat. Une pension fut accordée par l'État à la veuve de Philippe le Bon. Grosse bif qui s'accapare. Outre ces inventeurs célèbres, la Champagne a produit un de nos plus grands poètes. Un de nos plus grands poètes. À Château-Thierry, dans l'Aisne, vivait au XVIIe siècle un excellent homme de mœurs fort simples qui était chargé d'inspecter les eaux et forêts. Il passait en effet une bonne partie de son temps dans les bois. Il restait tout songeur sous un arbre pendant des heures entières, oubliant souvent le moment du dîner. Et ne s'apercevant même pas parfois de la pluie qui tombait. Il jouissait du plaisir d'être dans la campagne. Il regardait et observait tous les animaux. Il s'intéressait aux allées et aux venues des petites bêtes, des plus grosses, des champs, qu'elles soient grandes et petites, de la campagne, de la forêt. Et les animaux lui faisaient penser aux hommes. Il retrouvait dans le renard la ruse, dans le loup la férocité, dans le chien la fidélité, dans le pigeon la tendresse. Il composait alors dans sa tête des petits récits dont les personnages étaient des animaux, des fables, où parlaient le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi. Vous avez reconnu, enfant, ce grand poète, dont vous apprenez les fables par cœur, La Fontaine. C'est un des écrivains qui ont immortalisé notre langue. Ces fables ont fait le tour de la France, le tour du monde. On les lit partout, on les traduit partout, on les apprend partout. Elles sont pleines d'esprit, de grâce, de nature, de naturel. Et en même temps, elles montrent aux hommes les défauts dont ils devraient se corriger. Voilà, aujourd'hui donc un long chapitre, demain j'espère, le retour à la vie natale, André Julien
obtiennent le titre de français La tombe de Michel Volden. Quelques gravures, bien sûr, quand même. Donc, la première. Colbert, né à Reims en 1619, mort en 1683. Il diminua les impôts que payait seul le peuple et augmenta ceux que les nobles payaient. Il encouragea l'agriculture, c'est aussi grâce à lui que l'industrie française se développa et qu'elle a acquis cette élégance qui la distingue encore au milieu des industries de toutes les nations. En même temps, il améliorait les routes et fit creuser par Riquet le canal du Midi. Enfin, il encouragea les arts et les lettres et attira à Paris les savants, les sculpteurs comme Puget, les peintres, les poètes, les écrivains, de tout genre. Voici la boîte des photographes. C'est une boîte fermée de tous les côtés où la lumière n'entre que par un petit tube. L'image des objets placés devant la boîte se projette sur le fond, mais renversée. Le photographe place au fond de la boîte une plaque qui a la propriété de noircir à la lumière. Il laisse ensuite pénétrer un rayon lumineux et bientôt les objets se trouvent dessinés sur la plaque. C'est comme si on parvenait à fixer sur un miroir l'image de celui qui s'y regarde. Une usine à gaz, qui n'a pas l'expression qu'on en a aujourd'hui. Pour fabriquer le gaz, on enferme du charbon dans de grands cylindres de fonte et on le fait chauffer. Le gaz s'en échappe et après avoir été purifié, il se rend sous ces espèces de grandes cloches renversées qu'on voit à droite dans la gravure et qu'on appelle gazomètre. De ces cloches partent les tuyaux qui conduisent le gaz dans les magasins puis dans les rues. Et enfin, pour terminer, le grand, le très grand, La Fontaine, naquit à Château-Thierry dans l'Aisne en 1621 et mourut en 1695. À cette époque, Château-Thierry faisait partie de la province de Champagne. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, par le ciel, partout, pour tous, que la force soit avec vous. Salut et fraternité.